Bon, donc on va prendre la suite des événements de ce matin avec, je vais faire une petite présentation sur le côté clinique de l'instabilité de l'épaule et qui servira de transition ensuite pour le côté rééducatif de Sébastien et de Patrice. Et vous verrez que dans mon petit exposé, je vais un peu dans le sens également. Il y a l'épaule instable qui est chirurgicale, celle qu'on a vue ce matin, mais il y a aussi celle qu'on voit plus nous en matière de médecine de rééducation et pour lesquelles vous êtes souvent embêtés. C'est ce qu'on appelle l'épaule micro-instable. Tout à l'heure, Régis, tu as parlé de cette dame qui était peut-être un peu laxe, mais pas hyper laxe, pas pathologiquement laxe. On est souvent, nous, confrontés à ce problème de l'épaule micro-instable. Comment les rééduquer, comment les prendre en charge. Ça, je pense qu'on va en parler après. Voilà, l'épaule instable, donc c'est 9% de la pathologie sportive. Dans ces 9%, on a 13% de luxation vraie et 24% de gens qui font des épisodes de ce qu'on appelle d'instabilité sans pour autant se luxer l'épaule. Voilà, et donc souvent la difficulté, c'est de bien mettre à jour ces 24% de micro-instabilité, mais ces micro-instabilités sont pathologiques, c'est-à-dire ça peut être la chute sur l'épaule, ce sont des épisodes qu'on voit souvent sur les mauvais plaquages en rugby, où l'épaule sort, rentre, et qui n'est pas toujours authentifié comme tel. Voilà, et donc là-dessus, le côté rééducation va se situer pour la plupart en préopératoire pour ceux qui doivent être opérés et en post-opératoire. En macrotraumato, donc on a les luxations et les subluxations, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis ensuite, il y a tout ce grand, j'allais dire ce grand foutoir de l'épaule microtraumatique, micro-instable, qu'on voit souvent, c'est ce qu'on appelle la pathologie de l'armée. On va chez tous les gens qui doivent armer leurs gestes, c'est le service au tennis, c'est les volleyeurs, et ce sont surtout et beaucoup les nageurs, parce que les nageurs sont des gens qui, naturellement, pour être un bon nageur, il faut être très souple, voire laxe, et qui ont souvent ces phénomènes de micro-instabilité. Voilà, l'examen clinique, bien il est classique, on recherche toujours la mobilité passive, la mobilité active, les sensibilités cutanées, surtout quand il y a eu un épisode de luxation, bien rechercher les sensibilités cutanées et bien regarder le côté musculaire et l'existence d'amyotrophie. Les tests sont classiques. Bon, c'est le test de l'appréhension pour la véritable luxation ou les subluxations traumatiques. Les tests d'instabilité postérieure, qui sont beaucoup plus rares, tu l'as dit tout à l'heure Pierre, c'est surtout la luxation antérieure interne, le tiroir antérieur, ça c'est toujours intéressant à la recherche de micro-instabilité, rechercher les tiroirs antérieurs, et le signe de sulcus, on va le voir. Bon, l'instabilité antérieure, c'est le classique, la recherche du test d'appréhension. Voilà, l'attraction vers le bas, donc ça c'est pour les luxations inférieures. Souvent, vous avez dans une pathologie de luxation antérieure, vous avez aussi ce tableau de luxation inférieure et la recherche de la luxation postérieure, l'instabilité postérieure, ses bras en avant. Ça, ce sont des choses très classiques que vous connaissez. Le bilan paraclinique, toujours la radio standard, vous le savez, mais on a vu tout à l'heure que sur une radio standard, on peut passer à côté d'une fracture de la glène. L'élément de choix, c'est l'arthroscanner. Ça, c'est clair. Alors, évidemment, ça suppose de l'iode dans l'épaule. C'est pas agréable. Et ça suppose quand même de bombarder pas mal de rayons. Mais c'est quand même, je sais pas, les chirurgiens nous diront peut-être le contraire. Ce qui est très intéressant, et j'en parlais tout à l'heure avec Sébastien, c'est tout ce qui est isocinétique. Mais je pense que, Patrice, tu vas en parler en long, en large et en travers. Et il ne faut pas oublier au moindre soupçon de problèmes neurologiques que l'électromyographie est un élément important. Voilà, les clichés classiques, rotation en neutre, rotation interne, rotation externe, le profil guédolien et l'incidence apicale, ça ce sont les éléments classiques. Voilà, donc la recherche, je reprends rapidement ce qu'a dit Pierre tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire que vous avez donc
la notion d'encoche qu'on voit ici, hein, la notion de lésion ici au niveau de la glène, voilà, qu'on va mieux visualiser effectivement quand on fait des images sur arthroscanner. Hein, et vous voyez ici en bas donc la notion de lésion de la glène. Voilà. Donc, à l'arthroscanner, les encoches, la lésion de Bankart, la lésion du bourrelet et bien sûr rechercher toujours une lésion de la coiffe associée. L'épaule instable, il faut toujours rechercher les atteintes sur le plan neurologique au niveau du nerf axillaire et aussi au niveau du plexus brachial. Tout à l'heure, Jean nous en avait parlé. Sur l'épaule micro-instable, donc, ce qui est intéressant, c'est de faire une évaluation isocinétique. Et ça, donc, on va en reparler. L'isocinétisme, c'est vitesse constante, c'est une résistance auto-adaptée. On a une évaluation qui est relativement exacte et reproductive. Et donc, la technique, c'est celle-ci, classique, hein, de mesure des rotateurs internes et externes. Voilà. Alors, je passe un petit peu vite parce que je pense que tu vas en parler longuement de tout ça. Voilà. Voilà, donc sur l'épaule micro-instable, d'une façon générale, notre souci et notre préoccupation, c'est ce déficit de la rotation externe en excentrique, hein, qu'il faut absolument compenser. Et malheureusement, c'est ce qui est un petit peu difficile, c'est que le faire, disons, en rééducation classique, c'est un petit peu plus compliqué que quand on peut le faire sur machine d'isocinétisme. Alors au total, donc il y a les luxations vraies. La stratégie, si vous voulez, sur le plan de l'abord du problème, c'est d'abord on rééduque, on redonne une mobilité la plus convenable possible avant de prendre la décision finale d'intervenir. Et surtout, on opère rarement, enfin ça c'est Jean qui me l'a appris, on opère rarement une première luxation, sauf dans quelques cas, hein, ce sont surtout les sports à risque. Hein, c'est sûr qu'un joueur de rugby qui a une grosse lésion, si on le laisse comme ça, on prend le risque de la récidive. Mais d'une façon générale, une première luxation ne s'opère pas. Hein, tout à l'heure, on a vu les deux patients qui ont été opérés, c'était des multirécidivistes. Voilà. Donc il y a des sports qui sont à risque, hein, comme le rugby, le judo, mais vous avez d'autres sports qui sont moins à risque évident, mais tout aussi graves. Par exemple, les gens qui font de la montagne, qui font de l'escalade, on ne peut pas se laisser balader quelqu'un en montagne dans une paroi avec une épaule qui se luxe. Voilà. Les subluxations traumatiques où les lésions ne sont pas très importantes sur le plan de l'imagerie, c'est sûr qu'on va d'abord tenter la rééducation. Et puis les micro-instabilités, on les opère pratiquement rarement ou jamais. Je ne sais pas, messieurs les chirurgiens, ce que vous allez nous dire là-dessus. Hein, mais on essaie de ne pas les opérer. Voilà, donc vous voyez que dans tout ça, on a vu tout à l'heure de belles images d'intervention, mais il y a quand même beaucoup de place autour pour la rééducation. Et donc je vais passer la parole à nos amis rééducateurs. C'est toi, Sébastien, qui t'y colle maintenant. Merci.